Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette émission. Par décret 85-291 du 2 juillet 1985, le gouvernement révolutionnaire dirigé par Feu Général Mathieu Kérékou a lancé une journée nationale de l'arbre au Bénin pour le 1er janvier de chaque année. 33 ans après, le bilan reste mitigé. Les villes béninoises ne sont pas pour autant vertes. La désertification est à nos portes. La journée de l'arbre a pris de l'âge, mais l'arbre ne grandit pas. Quel bilan peut-on faire de cette noble initiative? Nous en parlons sur cette émission avec le colonel Séverin Nsia. Il est le directeur général des eaux et forêts. Colonel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que le thème de cette 34e édition est Arbres, économie verte et ville durable. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce thème? Eh bien, merci beaucoup. Arbre, vous savez que l'arbre, c'est la vie. Donc, il faut célébrer l'arbre parce que l'arbre apporte beaucoup de choses pour nous. Pour ce qui concerne les services écosystémiques que vous connaissez, l'arbre est important. Vous voyez l'arbre dans une ville ou bien dans votre maison déjà, lorsque vous avez l'arbre, l'ombrage que cela vous apporte, c'est déjà un effet écosystémique dont vous bénéficiez. Économie verte parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le Béninois ne connaît pas ce qu'on appelle arbre. Mais pour que le Béninois continue, disons, de célébrer l'arbre, de planter l'arbre et de l'entretenir, il faut lui mettre de l'intérêt économique. Vous voyez, le coton, par exemple, les gens n'ont pas été... Il y a eu un moment où le paiement était très difficile, mais les gens continuaient toujours de produire le coton. Parce qu'ils espèrent gagner de l'argent. Parce qu'ils espèrent gagner de l'argent. De la même manière, il faut faire en sorte qu'on ne dise pas, oui, c'est seulement l'ombrage, c'est seulement les écosystémiques, les services écosystémiques environnementaux, c'est de ça seulement qu'il faut bénéficier. Non. L'arbre peut tout aussi apporter de l'argent que le coton, que les yams, que tout autre produit. Et donc, il faut mettre le Béninois sur la voie de l'économie verte. C'est pour cela que nous avons, depuis l'année dernière, changé de paradigme pour dire qu'on ne va pas continuer à planter l'arbre pour planter, parce que les gens comprennent déjà, mais il faut aussi mettre de l'économie dans l'arbre. Nous allons revenir. Maintenant, cette année, nous avons ajouté ville durable. Ville durable parce que, vous savez, nous sommes dans un ministère qu'on appelle ministère de cadre de vie et du développement durable. Tout à fait. Alors, pour que notre cadre de vie soit sain et viable, il faut que nous y participions, il faut que nous mettions des arbres, il faut que nous fassions l'assainissement, il faut que nous fassions, etc., etc., pour rendre nos villes résilientes par rapport aux effets pervers des changements climatiques. Donc, on a réfléchi. Vous voyez qu'il y a un cordon ombilical qui part de l'arbre, de l'économie verte et de la ville durable. De la ville durable ou ville verte, si vous voulez. Ou ville verte, voilà. Ouais. Parce que l'arbre a disparu dans nos villes. Vous voyez, à Tinkamé, tout ça que vous connaissez avant, eh bien, ça n'existe plus aujourd'hui. Comment faire pour que, dans les prochaines campagnes de reboisement que nous allons lancer, que l'arbre revienne dans l'environnement urbain? Nous allons y revenir, nous allons parler d'économie verte, nous allons aussi parler de ville verte, mais en attendant, nous allons faire un bilan des journées de l'arbre. Oui. On en a connu déjà 33, et d'ici à là, on sera à la 34e journée. Oui. Écoutez, l'année dernière, par exemple, nous allons partir de là pour aller sur les 34 ans. L'année dernière, nous étions à un taux de reprise de 77%. Nous avons mis en terre 160 000 plants, couvrant une superficie à peu près de 120 hectares et 72 000 mètres linéaires, c'est-à-dire les plantations d'aliments au bord des voies, etc., etc. Donc voilà ce que nous pouvons dire en termes, disons, de réalisation. Mais lorsque nous avons fait le bilan en mars dernier, parce que vous voyez, quand vous plantez en juin, juillet, août ou septembre, le plant doit traverser l'arbre, le plant qui est planté doit traverser la saison sèche.
Et c'est jusqu'en mars, vers fin mars, même avril, qu'on fait le bilan, en évaluant un peu le taux de réussite. Et lorsque nous avons fait ce taux de réussite-là, nous avons calculé le taux de réussite de la campagne nationale de reboisement de l'année dernière, nous nous sommes retrouvés à 77%. Bien, lorsque nous prenons les 33 ans que nous avons eu à passer, il y a eu 5 millions, non, il y a eu 152 millions de plants mis en terre, avec une superficie de 155 000 hectares. Ça sonne bien à l'oreille, bien comme sûr. on le dit. Mais est-ce que nous avons encore les 155 000 hectares? C'est ça le vrai bilan. C'est ça le vrai bilan. Donc, je peux dire que sur les 33 ans d'exercice, d'édition, le taux moyen est de 30 à 33% de réussite. C'est peu, 33%. Très, 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 très peu. Alors, nous allons parler des difficultés. Alors, voilà, nous allons parler des difficultés. C'est quoi le problème? Tout ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir une stratégie réelle de reboisement. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous avons une politique forestière, mais la stratégie de reboisement, on ne l'a pas. Si nous prenons par exemple la stratégie de reboisement urbain, on n'en a pas. Et actuellement, nous sommes en train de nous atteler pour aller vers cela parce que nous sommes dans ville durable. Alors, pour que nous remettions l'arbre dans l'environnement urbain, nous devons partir des plans directeurs d'urbanisme. Lorsque vous prenez une ville, il y a un instrument technique qu'on appelle plan directeur d'urbanisme qui fait un peu, disons, la répartition géographique de tout ce que nous pouvons voir sur l'espace. Sur l'espace, et aussi ressort ce qu'on appelle le plan de voirie, c'est-à-dire les voies, comment les voies sont tracées, tout ça. Alors, lorsque nous prenons ce plan-là, nous pouvons en sortir ce que nous appelons le plan directeur de reboisement urbain. Ça veut dire que si nous avons 10 voies ou 10, comment appelle-t-on, avenues, boulevards dans la ville, nous devons faire en sorte que ces boulevards-là soient reboisés en termes de boisement, d'alléiement. Alors, qu'est-ce qui va se faire? C'est que nous allons concevoir, à partir donc du plan directeur d'urbanisme, ce plan-là qui va nous dire sur le boulevard A ou bien le boulevard B, voilà les essences qui sont adaptées. Ça, il faut vraiment que vous reteniez cela. Les essences qui sont adaptées pour être plantées sur cette avenue-là. Ce n'est pas n'importe quelle essence qu'il faut planter. Bien, lorsque nous finissons donc de faire ce travail-là, technique, nous devons discuter avec les communes et maintenant les riverains. Les riverains, ils ont un rôle important à jouer. Sinon, lorsque vous finissez de planter les arbres, les riverains, ils croisent les doigts comme ça, les bras, ils vous regardent. Et quand vous finissez, ils ont dit, ah, c'est Eaux Forêts qui est venu planter les arbres ici. Non, ça ne sera plus comme ça. Donc, il faut que le gars soit intéressé par ce qui est mis devant sa porte. Est-ce qu'il est d'accord avec ce qu'on est en train de mettre? Nous pouvons dire que par rapport à votre rue, par rapport aux caractéristiques, disons, environnementales et DAFIC et autres, là, voilà ce qui peut être bon pour être mis en place. C'est telle essence. Et vous avez vraiment le choix entre ces essences-là. Vous pouvez dire, vous voyez, celui qui ne le connaît pas, il peut dire, bon, moi je vais planter le cocotier sur les montagnes de Dassa, par exemple. Tout est possible, mais rien n'est certain. Vous pouvez le faire en matière de recherche. Vous pouvez décider d'aller planter les cocotiers sur les montagnes de Dassa, mais ce n'est pas certain que vous en récoltiez quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, il faut expliquer donc aux collectivités locales et aux riverains l'intérêt qu'ils ont à planter ces arbres-là, ces espèces-là, qui sont adaptées à cet environnement. Dès lors que le gars se sentira vraiment inclus dans la stratégie donc
de mise en terre des plants, dans cette action que nous voulons mener, alors il s'approprie l'arbre qui est mis devant sa porte et pourrait maintenant l'entretenir. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut développer avec les collectivités locales et avec les riverains pour faire en sorte que nos rues soient reboisées, qu'on remette de l'arbre dans l'environnement urbain. Donc, c'est cette stratégie-là que nous sommes en train de concevoir et je pense qu'avec ça, nous pourrons travailler avec les collectivités et les communautés à la base pour élever un tant soit peu le taux de réussite. Sinon, c'est celui qui est là, qui vient, et qui, donc c'est l'arbre là, moi je ne veux pas, il enlève. Mais si dès le départ, vous êtes entendu pour dire que c'est tel arbre que nous devons mettre, et que vous lui expliquez l'intérêt de cet arbre-là pour lui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la ville, on peut avoir des avenues appelées, par exemple, Kaya, avenue Samba, avenue BT, etc., etc. Comme on disait Filao, maison Filao par exemple, Maison parce qu'il y avait beaucoup de Filao. etc., parce qu'il y a beaucoup de Filao là. Donc, les rues peuvent être baptisées à partir donc, des plantations d'aliments qu'on aurait fait. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de choses, les riverains pour l'entretien des arbres. Oui. Vous avez évoqué aussi les essences qu'on choisit, qui ne sont pas toujours appropriées. Ça fait deux problèmes qui font quand même qu'en dépit de ces journées de l'arbre, nous n'avons pas des villes vertes. Mais quel est le rôle, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, la municipalité et les eaux forêts, quel est le rôle que les deux là doivent jouer une fois les arbres sont plantés, c'est-à-dire au-delà des journées de l'arbre? Oui, au-delà des journées de l'arbre, je pense que il ne faut pas se leurrer. Les collectivités, enfin les communautés à la base, les riverains, ils vont s'approprier la chose. Mais vous n'allez pas dire, bon, ça y est, ils se sont appropriés, comment appelle-t-on, les arbres qui ont été plantés, et vous les laissez. Non, il faut un travail de suivi. Et ce travail de suivi là va se faire par nous autres forestiers, en collaboration avec les collectivités locales, les chefs, les responsables de la ville. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a qu'on ne doit pas planter et laisser, mais faire un travail avec les collectivités locales pour qu'on mette en place, pour qu'on suscite dans les quartiers des ONG qui sont des ONG vertes, je vais dire, qui pourront travailler avec ces collectivités-là et ces communautés pour pouvoir mieux entretenir à travers la sensibilisation, à travers un certain nombre d'actions qui peuvent être faites. Voilà. Alors, nous avons parlé de ville verte, nous allons aussi parler d'économie verte, puisque le thème en parle. Lorsqu'on parle d'économie verte au Bénin, nous voyons exportation ou travail du bois et nous voyons aussi le charbon. Mais l'utilisation ou la commercialisation de ces deux produits pose problème aujourd'hui. On parle beaucoup plus de déforestation lorsque vous devez utiliser ou vous devez commercialiser ces deux produits. Ce n'est pas toujours aisé. Mais ça fait 33 ans, nous avons planté 152 millions d'arbres, mais nous restons toujours à avoir des difficultés par rapport à l'utilisation du bois ou à l'exploitation du bois ou la commercialisation du charbon. Oui, mais écoutez, pour pouvoir faire la commercialisation du bois, d'accord, il faut que cela rentre dans une filière. Donc, la production, la transformation et la commercialisation. Par rapport à la production, on ne peut pas aller dans la forêt et couper n'importe quel arbre. Ça veut dire que chez nous, on appelle les plans d'aménagement participatif forestier, les plans forestiers d'aménagement. On fait un plan d'aménagement, d'accord, sur la forêt pour dire, bon, voilà telle zone, on pourra faire l'exploitation, telle autre, on ne pourra pas faire l'exploitation, telle autre, on va faire de l'agriculture, telle autre partie, on va faire de l'élevage, etc., etc. Donc, le pâturage. Donc, déjà, par rapport à la production, il faut voir comment planifier cette exploitation-là. Ce n'est pas tous les arbres qu'il faut couper. La preuve, les 10 dernières années, par exemple, le Kosso, on en a coupé parce que le marché existait, il y avait les Chinois qui demandaient. Aujourd'hui,
vous allez dans nos forêts, il n'y a plus de Kosso. On n'a pas coupé, on les a massacrés. On les a massacrés. Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai vu cette affaire-là, j'ai dit, mais écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. D'abord, le gouvernement a pris une mesure vraiment drastique pour dire, on arrête les exportations. On arrête. Et on a pris un décret pour arrêter donc les exportations. Pour voir clair dans ce qui est en train d'être fait et voir comment est-ce qu'on veut, comment est-ce que nous allons continuer l'exploitation. Et il a été donc retenu que ce n'est que lorsque vous exploitez des essences exploitables et que vous les transformez au 2e degré au moins, que vous allez pouvoir les exporter. Et par rapport à ça, on a mis un certain nombre de taxes pour toujours freiner l'exploitation du bois et l'exportation anarchique. Alors, nous sommes allés jusqu'à introduire dans la loi des finances 2018 l'extrait de l'exploitation d'un certain nombre d'arbres. Le Kosso, par exemple, c'est fini. C'est interdit d'exploitation dans nos forêts. Et vous arrivez à contrôler cette interdiction-là? Bien sûr, bien sûr. Actuellement, il y a un dispositif qui est en place. Lorsqu'on vous prend par rapport à ça, c'est clair, vous subissez les pénalités. Ça, c'est clair. Et si vous êtes de connivence avec un agent forestier, vous le faites, et vous et l'agent forestier, vous êtes punis. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de forestiers qui sont mis au yonf parce qu'ils ont commis des malversations, enfin pas malversations, ils ont commis des fautes professionnelles. D'accord? Donc, il y a un système qui a été mis en place aujourd'hui qui permet de... Nous avons une brigade mobile aujourd'hui. Ce n'est plus couper la route ici et faire de n'importe quoi. Non, 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 non. Nous devons aller vers les forêts pour empêcher que les gens coupent le bois dans la forêt. Oui, mais les lois existent, mais elles ne sont pas forcément toujours bien appliquées. Oui, et parfois, il faut mettre un système pour pouvoir les appliquer. Mais bien sûr, parfois, vous êtes confronté à certaines situations, comme par exemple des gens qui ont des parrains politiques et qui commencent à vous déranger lorsque vous les arrêtez pour de ces fautes-là. Et... Ça arrive, mais aujourd'hui, sous le gouvernement Talon, il faut vous dire une chose, et c'est clair, nous en avons de moins en moins. Je peux dire que c'est vraiment epsilon. Pour qu'un politicien prenne son téléphone pour appeler, pour dire pourquoi vous avez arrêté celui-ci, pourquoi vous avez... Mais par le passé, vous reconnaissez quand même qu'il y a cette situation. De plus en plus rare. Ce gouvernement a dit, arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Sinon, on n'aura plus rien dans nos forêts. Et donc, un forestier ne peut pas dire aujourd'hui qu'il subit la pression d'un politicien, d'un ceci, d'un cela, et à cause de ça, il va permettre que l'on aille couper n'importe quel bois dans la forêt alors que ce n'est pas permis. Ou bien le gars n'a pas les papiers qu'il faut et il se transforme en exploitant forestier ou en commerçant de produits forestiers. Nous avons également mis en place des papiers sécurisés parce que c'est par là que ça passe aussi. Les gens vont falsifier les documents et ils délivrent pour dire que il a régulièrement comment dirais-je, exploité, on lui a délivré le papier, il peut transporter, etc. etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Alors, nous avons aujourd'hui des papiers sécurisés qui ne permettent plus la fraude comme ça. Directeur, et en plus de ça, nous avons une brigade mobile qui se déplace sur le terrain de façon permanente pour contrôler les contrôleurs. C'est-à-dire que nous contrôlons, nous, parce que c'est les forestiers qui contrôlent les choses à la base. Maintenant, il y a la brigade mobile pour contrôler ce que les forestiers ont contrôlé. Deux petites questions pour circonscrire le sujet. Voilà. Deux petites questions. Lorsqu'on exporte beaucoup le bois, les Béninois n'arrivent pas à jouir de l'utilisation du bois. C'est pour ça qu'il faut transformer. Mais lorsqu'on exporte le bois, l'État gagne beaucoup d'argent, les citoyens aussi gagnent beaucoup d'argent. Alors, comment est-ce que vous comptez gérer cette situation pour que l'on puisse exporter le bois et dans le même temps, qu'on puisse utiliser le bois à l'intérieur du pays? Non, attention. Le gouvernement a dit, nous pouvons exploiter, d'accord, oui, le bois pour les besoins intérieurs. Pour les besoins intérieurs, on peut exploiter les bois de la forêt. On peut exploiter pour les besoins intérieurs. Mais l'exportation, là, vous devez
transformer cela en produit fini, avant d'exporter. Vous voulez dire qu'on ne peut plus exporter du bois comme ça se faisait par le passé? Non, sauf 3 essences. Le cassia, disons l'acacia auriculiformis, d'accord, le mélina et puis le teck. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, l'ONAB a suffisamment de teck. Les privés aussi en ont planté beaucoup. Donc, le teck peut être exporté sans que nous n'ayons vraiment de problème. Est-ce que vous voyez? Mais les essences de forêt naturelles, dont l'exploitation participe à la régression, non seulement des forêts, mais aussi de la biodiversité, il est important qu'on prenne des mesures par rapport à ça. Quel dispositif vous avez pour exploiter si tant de forêts naturelles, transformer et pouvoir exporter? Les gens disent, je veux 15 000 mètres cubes de bois. Je prends par exemple le teck, ils vont à l'ONAB, ils disent, je veux 15 000 mètres cubes de bois pour transformer tout ça. Mais on constate, après toute une année, qu'il n'a transformé peut-être que 5 000 mètres cubes. Nous allons Parce que, en temps, cela se faisait comme ça, et les 10 000 mètres cubes qui restent sont exportés. Nous allons rapidement évoluer, nous n'avons plus assez de temps. Nous allons parler du charbon. En quelques mots, charbon. Le charbon, normalement, comme je l'ai dit, nous avons organisé ce qu'on appelle les marchés ruraux de bois. Et c'est dans ces marchés ruraux de bois-là qu'on doit pouvoir amener le charbon, le bois, d'ailleurs tous les produits forestiers qui vont être commercialisés avec vraiment des méthodes bien précises. Vous voulez dire que le secteur est réorganisé? Réorganisé. Donc, le bois ne peut pas être prélevé n'importe où pour faire du charbon. Il y a les zones orientées, les zones contrôlées et les zones non contrôlées. Donc, on a constaté maintenant que c'est dans les zones non contrôlées, et dans les zones non contrôlées, lorsque le charbon sort, on délivre ce qu'on appelle le coupon rouge. Ok. Nous sommes en train de travailler pour supprimer les coupons rouges, parce que nous voulons que le charbon de bois arrive seulement que dans les zones contrôlées et orientées, c'est-à-dire les zones qui sont dotées de plans d'aménagement. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est que là qu'on pourrait faire l'exploitation. Les bassins d'approvisionnement sont circonscrits, et c'est dans ces bassins d'approvisionnement dotés de plans d'aménagement qu'on pourrait maintenant exploiter. Parce que dans nos savanes... Nous n'avons que quelques minutes. Oui. Quelques minutes. D'accord. Dans nos savanes, il y a la possibilité d'exploiter les savanes de façon durable. Parce que nos savanes regorgent d'essences qui rejettent. C'est-à-dire que quand on les coupe, il y a des rejets. Et donc, on peut faire un système de taillis fureté. C'est-à-dire que lorsque sur une souche, il y a un brin qui est gros, qui est exploitable, on enlève et on laisse les autres brins partir. Donc, notre plan d'aménagement va nous permettre d'exploiter durablement ces forêts-là. L'autre chose, vous avez parlé de l'économie verte. Je vais vous donner un exemple très rapide. Il ne nous reste que 2 minutes. Oui. Donc, vous irez rapidement. Alors, prenons quelqu'un qui a 4 hectares et il plante chaque année 1 hectare de Acacia auriculiformis, qui est une essence vraiment très reconnue pour ses pouvoirs calorifiques. Lorsque vous... Et cette essence a une révolution de 4 ans. Donc, en 4 ans, vous pouvez exploiter ça. Donc, en plantant le premier hectare, vous exploitez les 2 autres pour faire le champ. Après, 2e hectare, 3e hectare, 4e hectare. Lorsque vous finissez de planter le 4e hectare, vous pouvez aller exploiter le premier hectare que vous avez planté. Et sur 1 hectare, on a au moins 80 stères. Les stères, c'est 1 mètre cube de bois. Et 1 mètre cube de bois, ça fait 10 000. Merci. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire qu'à peu près, nous avons 800 000 francs que nous gagnons sur 1 hectare. Et si on enlève les charges, au moins c'est 600 000. On va y revenir certainement. Donc, tous les ans, vous avez au moins 600 000 francs. Le coton ne peut pas vous donner... Enfin, le coton peut donner, mais... Il est clair que le bois ça fait beaucoup d'argent. Peut aussi vous donner de l'argent. Nous allons revenir là-dessus. Juste un seul mot. Oui. Enfin, en quelques mots, rapidement. On a planté beaucoup d'arbres, mais la désertification est à notre porte. Et projet 10 000 arbres, c'est devenu quoi? Juste en 2 mots, puisque nous avons déjà fini. Le projet là est fermé.
Très bien. Et le gouvernement du président Patrice Talon a inscrit dans le PAG un autre projet qu'on appelle projet de reboisement intensif. Nous allons revenir là-dessus. Projet de reboisement intensif. Quant à la désertification, dans la zone de Malanville-Karimama, il fait très chaud. On a l'impression que le désert avance à grands pas. Et pourtant, nous avons toujours planté beaucoup d'arbres. Qu'en est-il exactement? Deux mots, s'il vous plaît. On a fini. La stratégie de plantation et d'entretien des arbres. Parce que dans la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, on va mettre l'accent surtout sur l'entretien. Donc, il faut des plantations privées. C'est-à-dire qu'il faut nouer un partenariat public-privé pour que les gens plantent des arbres qui leur appartiennent. Et quand ça vous appartient, vous savez que vous pouvez faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, vous en prenez soin. Merci, colonel Séverin Nsia. Vous êtes directeur général des eaux et forêts, je le rappelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous, Séverin Nsia, je viens de le dire tout à l'heure, le directeur général des eaux et forêts. C'est dans le cadre de la journée de l'arbre. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci.